Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Il y a ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, écoute, petite semaine, voilà, passe vite. Et on a plein de choses à parler en plus, donc voilà, ça va être fun pour les news de la semaine, pour ce, je sais plus, 54e épisode. Donc putain, c'est pas mal là. Ouais, ça fait beaucoup, effectivement. Ouais, ça fait un an de news de la semaine en tout quasiment. Donc voilà, écoute, est-ce qu'on démarrerait pas comme d'habitude avec Marvel ? Alors, la grosse info de dernière minute, au moment où on enregistre en plus, c'est le casting d'Avengers Doomsday, parce que Marvel, sur sa chaîne YouTube, a démarré un live qui a duré 6 heures, un truc comme ça, pour présenter tous les Avengers. Donc toutes les 10 minutes, ils mettaient un nom, donc pour avoir le casting officiel. Et on a eu des noms pas surprenants, voilà, et on a eu des noms un peu plus surprenants. On a eu Robert Downey Jr. qui est venu à la fin faire un petit coucou en mode ça démarre les gars, c'est parti. Donc voilà, enfin, de toute façon il avait déjà été annoncé, Robert Downey Jr. de retour. Et on a le casting des Avengers entre guillemets qu'on connaît déjà, un peu principaux. Donc on a Chris Hemsworth qui revient, Anthony Mackie, donc le nouveau Captain America, Paul Rudd, Ant-Man qui revient, Sebastian Stan et Letitia Wright qui est la nouvelle entre guillemets Black Panther, voilà. Et c'est un peu les gros noms qui ont eu leur film, quoi, à peu près, et qui reviennent. Est-ce qu'il en manque pas certains, Ista, pour toi, dans les gros genre Bruce Banner, etc. Il quand même, c'est pas annoncé ça. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il manque t'as dit, il y a des noms qui marquent et tout, mais je trouve qu'il y a des absents qui marquent aussi beaucoup. Et notamment, Hulk, même She-Hulk sur le coup, et Spider-Man aussi, qui n'est pas là. Et c'est vrai que Spider-Man, on sait pas. Moi, je pense qu'il y sera. Maintenant, ils ont annoncé un peu tous les noms. Est-ce qu'ils annoncent pas les principaux, entre gros guillemets, et que certains, ce sera plus, ils seront pas très présents, ou ils arriveront à la fin, j'en sais rien, un truc comme ça. Ouais, là, Daniel RPK, il a dit, il pense qu'ils ont annoncé effectivement le main roster, quoi, j'ai envie de dire, les persos principaux, et que, ou alors ils gardent des surprises. Ou alors il y a peut-être des surprises aussi, c'est possible. Parce que Doctor Strange est pas annoncé, alors que... Tout ça, je n'ai pas annoncé, ouais. Alors que il y avait quand même clairement des contradictions dans les propos de Benedict Cumberbatch qui avait dit je reviendrai pas, puis finalement il a fait ah si peut-être en fait finalement je reviens. Donc je sais pas, je pense qu'ils en gardent quelques-uns. Il y en a quelques-uns où ils vont peut-être pas revenir sur leur forme dans laquelle on les connaît. Peut-être le casting là qu'ils ont annoncé c'est ceux qu'on connaît, Chris Hemsworth, Tony Mackie, ce seront ceux qu'on connaît dans le MCU, mais peut-être que Doctor Strange ce sera l'un d'un autre univers ou un truc comme ça, tu vois. C'est pour ça qu'ils l'ont pas annoncé en tant que tel, peut-être. Enfin c'est la théorie que je me dis moi. Je sais pas, après je me dis qu'il y a aussi Secret Wars derrière qui vont faire la Rousseau et que peut-être ils gardent des persos pour le Secret Wars quoi aussi, hein, donc je sais pas en fait. Ensuite on a eu d'autres personnages qui ont été annoncés qui font pas partie des Avengers on va dire principaux, mais voilà, qui ont fait un petit peu leur boucan. C'est ça. Il y a notamment Simu Liu, qui joue Shang-Chi qu'on a pu vu depuis 2021 sur le coup. Ça y est, il est de retour. J'ai vu que l'acteur en plus il avait fait une interview il y a quelques semaines où il avait dit non, je suis pas dedans et tout. Il a menti. Ouais, mais il va pas te dire, c'est les contrats. Ouais, c'est ça, exactement. Après, ça m'étonne pas que dans les nouveaux, ce soit lui, parce que, je sais pas, c'est un peu celui qu'ils ont relié aux Avengers directement à la fin du film, tout ça, quoi. Ouais, clairement. Oui, ça m'étonne pas trop non plus. C'est cool de le revoir, en plus. Je pense dans les nouveaux, c'est un de ceux qui a plus marqué, quand même, dans les films. Je pense, ouais. Et il y a aussi, des gens liés au Wakanda, notamment, Tenoch Huerta Meja qui joue Namor. Namor sera dans le film. Et il y a aussi Winston Duke qui joue M'Baku. Ouais, après c'est peut-être suivant le succès aussi de Black Panther 2 qu'il y a ces personnages-là qui ont été annoncés et du coup en mode le film a bien marché donc on vous les met dans le film. C'est un peu ce que j'ai pensé quand j'ai vu un peu la liste en entier et que j'ai un peu réfléchi sur les films qui sont sortis avant. C'est que c'est souvent des films qui ont marché, qui font encore un peu parler, etc. Il y a aucun Eternal par exemple dans le film sur le coup.
Après Doctor Strange, comme je dis, peut-être ils l'ont pas annoncé, parce que moi je suis sûr qu'il y aura un Doctor Strange dans le film. Voilà, c'est juste que je sais pas quelle forme il aura. Et Wanda, par exemple, peut-être, vu qu'elle est censée être morte, peut-être qu'il la réserve pour Secret Wars, ou en tout cas ils vont pas l'annoncer, je pense. Wanda, si elle est là, voilà, officiellement elle est morte. Si elle sera dans le film peut-être, mais elle sera jamais annoncée, je pense, dans un casting officiel, je pense. Ouais, c'est possible. Oui, c'est peut-être elle fera son retour en mode surprise, peut-être dans le film. Ouais. Et voilà. Elle sera officiellement dans le film d'après. Ça, c'est possible aussi. Hein. Il y a le nouveau Falcon, Danny Ramirez, voilà, qu'on a vu il y a pas longtemps dans Captain America Brave New World, sur le coup. Ouais, bah c'est le sidekick de Anthony Mackie, quoi. Donc voilà, ils l'ont mis là, quoi. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion qu'il n'y a pas beaucoup de persos qui viennent de séries. Disney+, il y en a que 2, sur le coup. Il y a lui et Wyatt Russell, qui sera dans les Thunderbolts. Ouais, mais c'est des persos de séries qui ont eu leur film. Voilà, c'est ça. Tu vois, qu'ils ont, c'est ça. Exactement, ils ont été dans des films sur le coup. Donc, et donc on a la team des Thunderbolts, quoi. Hein, donc Wyatt Russell, US Agent, Florence Pugh qui revient en tant que Yelena, Lewis Pullman qui revient en tant que Sentry, Anna John Kamen qui revient en tant que Ghost, et David Harbour qui revient en Red Guardian. Il manque que Taskmaster. On s'en fout. Ouais, on s'en fout. On s'en fout de Taskmaster, vraiment. Mais après, bizarre qu'ils balancent Lewis Pullman comme ça. Ouais. Dans le sens où le film est même pas sorti, donc bon, après moi je me doutais que Sentry, voilà, vu ce que j'ai entendu sur le perso, il devrait revenir peut-être en gentil ou je sais pas quoi, mais c'est bizarre de spoiler un peu le truc comme ça d'un coup. Bah ouais, après c'est que le tournage commence maintenant, donc ils ont ce casting maintenant, donc ça tombe mal et puis c'est tout, quoi, je pense, c'est tout. Hein. Ouais, peut-être. Thunderbolt était censé sortir plus tôt à la base, donc. C'est vrai. Mais après je me dis de l'annoncer officiellement maintenant, c'est bon, je sais pas. Mais en tout cas, Thunderbolt, oui, c'est un des trucs, et je pense que oui, là, c'est confirmé, ça va être les Dark Avengers, hein, je pense, hein. Pour moi, c'est quasiment, je veux dire, là, c'est les 5 acteurs sont là, quand même. Hein. Ouais, il y a toute la team. C'est pas comme s'il y a un petit peu, là, il y a toute la team et tout. Moi, je pense que ça va être ça, hein. Mais c'est marrant parce que c'est les derniers films, en fait. Genre, ouais, j'ai pensé ça aussi. C'est les 3 derniers films avant Avengers qui, c'est top Avengers, quoi. Donc vraiment, je pense que c'est un peu comme ça qu'ils l'ont pensé, le film. À part Chris Hemsworth, sur le coup, mais ouais. Oui, mais après, Chris Hemsworth, tu vas pas te passer de lui non plus. Enfin, c'est quand même le gros, quoi. Ouais, mais il se passe de Mark Ruffalo, quand même, sur le coup, qui est bizarre, mais. Ah, peut-être, mais après, on sait pas, hein, tu vois, ce qu'ils font. Ensuite, on a les 4 Fantastiques qui vont évidemment être dans le film, vu que c'est lié à Doom. Ça paraît logique quand même d'avoir les 4 Fantastiques, vu que c'est leur pire ennemi, quand même. Bah oui. Donc Vanessa Kirby en Susan Storm, Joseph Quinn en Johnny Storm, Ebon Moss-Bachrach en La Chose, et Pedro Pascal en Reed Richards qui revient. Bon là, on s'en doutait, voilà, c'est annoncé officiellement. Ils misent beaucoup sur les films Les 4 Fantastiques. Ce sera lié, je pense, il y aura une scène post-générique, un truc avec Doom, voilà. Donc maintenant, c'est officiel, on le sait, quoi. Bah ouais, de toute façon on s'en doutait qu'il y aurait les 4 Fantastiques vu qu'il y avait Doom, donc c'est le premier truc qu'on pensait, on se dit ouais, il y aura les 4 Fantastiques, bah oui, ils sont là. Donc ouais, pas étonnant. Aucune surprise à ce niveau-là. Mais là on va rentrer dans les surprises, puisque c'est annoncé. Tom Hiddleston revient en tant que Loki dans Avengers Doomsday. On n'était pas sûr. Franchement, on savait pas du tout ce qu'ils allaient réserver pour Loki. Bah voilà, il est dans le film. Je sais pas, on va le voir tirer les branches. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Après, je pense pas qu'il va être central dans le film, je pense. Je pense juste qu'ils vont aller le voir ou ils vont avoir besoin de lui ou un truc comme ça. Je pense ouais. Pour voyager dans les univers. Je sais pas. En tout cas, je pense pas qu'il va être central, genre qu'il va rejoindre l'aventure et tout. Je pense qu'il a vraiment son poste qui va garder, quoi. Mais je pense qu'ils vont avoir besoin de lui à un moment, quoi. Enfin, c'est ma théorie. Oui, pour un accès vers un monde, un monde parallèle ou je sais pas. Ou un voyage dans le temps ou je ne sais quel. Ouais. Je vois aussi un truc comme ça où ils vont le voir dans sa dimension, son contrôle là, et puis qu'il va les aider, quoi. Je vois bien un truc comme ça, ouais. Et pour finir, Ista, à toi l'honneur. Ouais, et là on a pas mal de X-Men, ça c'était pas prévu sur le coup. Ouais, clairement. Et en plus, beaucoup même la plupart c'est des vieux films, hein, sur le coup des premiers films X-Men, les 3 premiers. Patrick Stewart, voilà, qui revient en tant que Professeur X. Bon, lui on l'avait vu quand même dans Doctor Strange 2 déjà. Mais il y a aussi Ian McKellen qui revient en tant que Magneto, et ça fait longtemps sur le coup. Ah, ça fait très longtemps, ouais. Depuis Days of Future Past. Depuis Days of Future Past. Et encore plus longtemps, Alan Cumming, qui revient en Diablo, en Nightcrawler. Diablo qu'on a plus vu depuis X-Men 2, je crois. Parce que l'on voit plus du tout après. Assez fou. Rebecca Romijn qui revient en tant que Mystique, donc la première Mystique, celle des premiers films. James Marsden qui revient en tant que Cyclope. Voilà, aussi le premier Cyclope. Kelsey Grammer qui joue Beast en X-Men 3. Mais qu'on a vu aussi dans la scène post-crédit de The Marvels, hein, sur le coup. Et Channing Tatum, qui revient en tant que Gambit, voilà, qu'on avait vu dans Deadpool et Wolverine.
Ouais, bon, ça, ils auraient pu s'en passer de Gambit. Mais effectivement, en fait, c'est le vieux casting des X-Men. Ils ont pas repris, ceux des nouveaux, des reboots. Donc voilà, je pense qu'ils vont aller chercher la nostalgie un peu plus lointaine, quoi. Par contre, Ian McKellen, il va falloir se dépêcher parce qu'il est plus tout jeune. Il va revenir aussi dans le Seigneur des Anneaux sûrement. Donc voilà, il va faire toutes ces vieilles franchises. Mais maintenant, c'est bizarre parce que je pensais que tout ça allait arriver dans Secret Wars. Et finalement, pas du tout, c'est dans Doomsday. Après, dans Secret Wars, ils vont ramener encore plus de gens, je pense, d'autres univers, tu vois, mais je pensais qu'ils allaient réserver vraiment les X-Men à ça. Mais je crois qu'il y a une accélération au niveau des X-Men dans le MCU, même au niveau du film et tout, là, ils veulent y aller vite, hein, je pense, là. Oui, je pense aussi, aux X-Men, quoi. Ouais, j'ai l'impression, hein, sur le coup, ça avance vite. Sur le film Reboot, là, il y a un scénariste déjà et tout. Donc, j'ai entendu comme quoi, je sais pas si c'est vrai, mais que Jack Schreier, il se demande si ils font pas faire un test avec Thunderbolt pour le mettre après sur les X-Men, c'est possible, hein, mais Ouais, je sais pas. En tout cas, voilà, là, c'est leur ligne directrice. Les X-Men, je pense qu'ils vont jouer un gros rôle. Je pense que l'univers qu'on voit à la fin de The Marvels dans la scène post-crédit, je pense que ça va être l'univers où on va retrouver ces X-Men-là. Ouais. Je pense. Bah, c'est ce que je pensais aussi, mais après, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on n'annonce pas Monica Rambeau, on n'annonce pas Captain Marvel. Après, je pense qu'ils ont pas, moi, je pense qu'ils gardent des surprises, ils gardent des trucs. Moi, je pense qu'ils ont pas tout annoncé, voilà, dans ces Avengers. Parce qu'on parle, de toute façon, ils font à chaque fois ça. À chaque fois, ils annoncent pas tout, voilà, ils disent pas tout, hein, pour le coup. Après, vu les résultats de The Marvel, ça m'étonnerait pas qu'ils aient un peu écarté Captain Marvel et tout. Donc, ouais, je sais pas, en tout cas. Peut-être elle sera dans le film à un moment. Mais moi, je pense qu'ils réservent encore des surprises et du casting. Je pense pas qu'il y a tout le monde, pour le coup. Même si, là, voilà, ils ont développé les X-Men et tout ça, moi je pense parce qu'ils font ça à chaque fois, hein, tu vois, c'est pas genre là ils vont jouer à chaque fois, ils jouent sur la surprise et sur les trucs comme ça. Je pense qu'il reste quelques surprises, quelques trucs qu'on connaît pas. Maintenant, au moins on a une direction à peu près de c'est les personnages qui vont être traités dans le film en général, quoi. On voit un peu une direction qui en fait qui prend vraiment les succès qui sont sortis avant, quoi, sur le coup. Enfin, les 3 films qui sont sortis là, et puis Shang-Chi, Black Panther, Wakanda Forever qui a bien marché. Et moi je pense qu'on aura du Doctor Strange, hein, je pense qu'on aura du Wanda, hein, peut-être. Bah, c'est bizarre que c'est un des films qui a pratiquement fait de milliards et qu'il y a rien de ça, ouais, c'est un peu bizarre. Moi je t'ai dit qu'il y en aura, c'est sûr et certain. Même les déclarations de Benedict Cumberbatch, bizarre. On verra bien. On verra tout ça. On a des nouvelles de Spider-Man 4, alors le personnage notamment de Sadie Sink, on a des petits détails. Alors elle est décrite comme une femme intelligente et qui se fait pas intimider facilement. Elle aurait un passé mystérieux, donc on sait toujours pas c'est quoi en fait son cast, hein. Sur le coup on a que des petits détails, des petits indices. Pour l'instant on sait pas qui c'est qu'elle joue. Mais Marvel Studios aurait aussi casté 2 nouveaux rôles pour le film. Il y en a un, c'est un homme, donc dans la vingtaine, voilà, qui est décrit comme un jeune man avec un jeune homme avec beaucoup de ressources, et un autre homme entre 30 et 50 ans. Alors ils disent pas d'ethnicité, voilà, c'est n'importe comment. Et ce serait une figure d'autorité qui serait loyale, déterminée, et qui pourrait dépasser les lignes afin de maintenir l'ordre. Ouais, bah écoute, Sadie Sink, ça ressemble beaucoup à son personnage dans Stranger Things, c'est la description qu'ils en font. Donc bah je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont casté aussi, c'est parce que voilà. Après ça ressemble un peu à un Mary Jane, hein. La manière dont il décrit, enfin c'est un peu comme ça que j'imagine un peu Mary Jane, tu vois, assez intelligente, tu vois, qui sait ce qu'elle veut, qui se laisse pas intimider. Ouais, ça ressemble beaucoup à Mary Jane, je trouve. Donc, enfin, Mary Jane Watson, parce que il y a plusieurs MJ maintenant. faut le prendre en compte. Mais c'est comme ça que je le vois. Après, c'est vrai que là, les autres personnages, je pense qu'il y en a un, ça va être l'ami de Peter Parker ou de Mary Jane ou de Sadie Sink, tu vois, pour le coup. Et la figure d'autorité, ce serait quoi? Ce serait je sais pas. Après, ce qui revient beaucoup, ce serait pour les 2 persos, Harry et Norman, quoi. Harry et Norman Osborn. Ouais, et qu'ils auraient d'autres noms, peut-être, dans cette peut-être ça, MCU là. Parce qu'il y en a, ils pensent aussi sur l'homme d'entre 30 et 50 ans, il y en a, ils disaient, ouais, peut-être Mister Négative. Mais le fait qu'ils disent pas d'ethnicité, pas d'ethnie, quoi, bah c'est un peu bizarre, parce que Mister Négative, faut quand même qu'il soit asiatique, quoi. Je pense quand même c'est important dans le personnage. Moi je pense que c'est Norman et Harry, hein. Après la description ressemble pas du tout de sa personnalité, ça ressemble pas trop à Mister Négative pour le coup. Donc ouais, pour maintenir l'ordre, en plus ça dit, donc c'est quelqu'un vraiment qui a du pouvoir, quoi. Donc ouais, je pense que ça ressemble un peu à Norman, mais bon, faut voir. Et il y a un autre casting, c'est pour le méchant de l'histoire apparemment.
Ouais, apparemment le vilain méchant ce serait une femme, voilà. Et donc il casterait quelqu'un entre 30 et 50 ans, voilà, qui est une figure imposante avec du pouvoir et il cherche une actrice qui a de la présence à l'écran, beaucoup de charisme, quoi. Pour moi, ça ressemble beaucoup à Silk, celle qui travaille là, qui est Silver Spider-Man. C'est voilà, Silver Sable. Pour moi, ça ressemble beaucoup à ça, pour le coup, encore une fois. Après, est-ce que ça serait pas, je sais pas, parce que les femmes dans l'univers de Spider-Man, c'est pas vraiment des méchantes, quoi. Bah ouais, c'est ça. Je me dis, pour le coup, Silver Sable, Black Cat et tout, c'est c'est un peu des anti-héros, voilà, ou des trucs comme ça, mais bon, elles sont pas vraiment les méchantes, donc, est-ce que ce serait pas, une diversion pour cacher les vrais méchants qui seraient peut-être, la personne d'avant? Oui, je sais, des fois, ils aiment bien faire ça, dire que c'est pas le méchant ou quoi, donc voilà. Comme ils ont fait avec le mandat. Ouais, ça c'est autre chose, mais ouais, je pense que ça avance pas mal, Spider-Man, et je pense qu'ils vont tourner bientôt, je pense cet été ou un truc comme ça, ça va y aller. Oui, clairement, là ils sont sur processus de casting, et bon, là il y a Tom Holland, il tourne avec Nolan pour l'instant, on a vu des photos, on sait qu'il est pas du tout à New York en ce moment sur le. Ouais. Donc il tourne pas Spider-Man, mais ce sera sûrement le projet qu'il va faire juste après, je pense. Peut-être il va faire Avengers, mais après il va faire Spider-Man, quoi. On a des nouvelles de Black Panther, et oui, Black Panther 2 qui a été un carton, comme Black Panther 1, on se disait forcément ça allait revenir, et Black Panther 3 ça reviendra, mais en février 2028, donc après les 2 Avengers, Ista. Oui, sur le coup, donc ce serait pas dans cette phase-là, sur le coup, si on peut encore appeler ça des phases, mais ouais, ce serait quand ça va un peu se relancer, je pense, le MCU, sur le coup, et donc avec les X-Men, tout ça, c'est étonnant, mais pourquoi pas. Ouais, parce que du coup, pour le coup, la manière dont on a laissé Black Panther à la fin du 2, ça laisse pas croire qu'il y a 2 Avengers dedans, mais vu qu'on sait qu'elle est au casting d'Avengers Doomsday, etc., ouais, je sais pas, ils vont recoller les wagons comment, mais en tout cas Black Panther 3, tout ça, ça sera bien après. Le temps qu'il caste un mec, le temps qu'il y a du temps qui passe, et puis que le petit de Black Panther de Chadwick Boseman, il grandisse, tu vois, et comme ça, il pourra mettre je suis sûr c'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'ils vont faire un truc comme ça. Et on a des nouvelles d'un projet, qui n'est pas annoncé encore officiellement par Marvel, mais des sources assez fiables qui en ont parlé, c'est la série télé Champion. Donc c'est la série télé en gros Young Avengers avec tous les jeunes, surtout avec Kamala Khan, Kate Bishop, tout ça. De toute façon, on sait qu'on arrive à l'utiliser dans The Marvels, etc. Et donc on a la personne qui va s'occuper de cette série, c'est Rachna Früchborn. Je pense que je le dis pas très bien, mais voilà, elle va probablement showrunner la série et être productrice exécutive, et elle va complètement l'écrire aussi. Et elle a notamment travaillé avant sur la série Apple Shrinking avec Harrison Ford, et sur une série Fresh Off the Boat. J'ai vu qu'elle a été nommée pour Fresh Off the Boat, je crois. Donc voilà, plutôt quelqu'un qui vient de la série télé, quoi. Ouais, après je connais pas Shrinking, je connais pas du tout, je sais pas assez, mais écoute, pourquoi pas. Après Champion, du coup ça a l'air de bien avancer aussi, ce truc là, et je pense que ça sortira peut-être entre les 2 Avengers ou un truc comme ça. Ouais, il y a moyen que ça arrive l'année prochaine, s'ils castent cette année, possible, en fait, l'année prochaine. Je pense que ça sortira, ok, je pensais que ça, par exemple, moi je voyais bien Hawkeye saison 2 sortir, et que ça sorte après Hawkeye saison 2 ou un truc comme ça. Donc voilà, mais écoute, peut-être. Moi je pense que ça sortira genre 2027. Tu vois, je le sens le truc comme ça, moi. À voir s'ils font Hawkeye saison 2, parce que pour l'instant c'est pas annoncé non plus et tout. Ça non, mais il y a pas mal de rumeurs et tout, donc je sais pas. Je sais pas du tout, parce que moi, ouais, je crois qu'ils l'envisagent Hawkeye, mais je suis pas sûr qu'ils y vont, mais on verra. Mais l'année prochaine, on n'a pas beaucoup de visibilité sur les séries de live action. Pour l'instant, on n'a que Vision, quoi. Et Daredevil, saison 2. Donc, on va voir ce qui arrive. On reste chez Disney, mais on reparle de la polémique sur Blanche-Neige, puisque après notre épisode qu'on a fait la dernière fois sur Blanche-Neige, donc voilà, allez l'écouter, on a parlé de beaucoup de polémiques qui étaient autour du film et de la production du film, mais on a des infos sur ce qui s'est vraiment passé, et apparemment on a des infos sur le rappeur Disney, Rachel Zegler et Gal Gadot, de en fait les conflits qu'il y a eu en interne, et on se souvient que après être monté sur scène lors de l'événement D23 de Disney pour présenter la première bande-annonce officielle de Blanche-Neige, Rachel Zegler avait fait un post X Twitter où elle remerciait ses fans, et à la fin elle a ajouté: n'oubliez jamais, libérez la Palestine, où elle apporte son soutien au peuple palestinien, ce qui n'a pas été trop accepté du côté du studio Disney, puisqu'apparemment de nombreux acteurs ont été choqués de ce qu'a dit la star Blanche-Neige et tout, et que voilà, c'est une déclaration politique. On sait que Disney ils aiment pas trop quand on parle politique dans la promo d'un film, ou qu'un acteur soit trop politisé de base, et il y a un
cadre de Disney qui a fait part des inquiétudes du studio à l'équipe de Rachel Zegler. Et il y a même un producteur, donc Mark Platt, qui s'est rendu à New York pour s'entretenir avec elle. Mais Rachel Zegler elle a décidé de garder son message politique. Voilà, elle a pas supprimé. Elle est restée sur ses positions. Voilà, elle a pas supprimé du tout. Et d'un autre côté, Gal Gadot, elle aurait reçu pas mal de menaces de mort. Voilà, qui aurait obligé Disney à payer une sécurité supplémentaire pour protéger l'actrice. Et il y a une source qui blâme Rachel Zegler en disant qu'elle n'a pas compris les répercussions du soutien à la Palestine quant à ce que cela signifiait pour le film, pour Gal Gadot, pour qui que ce soit. Bon, je trouve ça un raccourci très Mario Kart de dire que la vie de Gal Gadot, voilà, elle est mise en danger parce que Rachel Zegler a mis son soutien à la Palestine. Enfin, c'est quand même un raccourci assez grave et assez dangereux, je trouve. Et après que Rachel Zegler a publié Fuck Donald Trump et que les partisans de Trump ne connaissent jamais la fête sur Instagram, c'est Disney qui a payé un gourou des médias sociaux, entre parenthèses, je sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais bon voilà, pour travailler avec Rachel Zegler, voilà, ouais, et vérifier les publications avant la sortie de Blanche-Neige dans les salles de cinéma. Et contrairement à beaucoup de rapports qui étaient, enfin, beaucoup de rumeurs, etc., qui circulaient, il n'y a pas eu de conflit entre Rachel Zegler et Gal Gadot, contrairement à ce que la presse affirmait. Et les actrices s'entendaient plutôt bien, en fait, pendant le tournage, et c'est la situation qui n'a dégénéré qu'en fait qu'à l'approche de la sortie, et évidemment, au fait que Gal Gadot supporte Israël et Rachel Zegler la Palestine. Du coup, voilà, c'est plus après tout ça qu'il y a eu des problèmes. Bon voilà, il y a eu des polémiques, Disney qui supporte pas dès qu'un acteur est politisé, voilà, pour le coup. Ça crée des paniques, quoi. Plutôt l'impression que il supporte pas quand t'es politisé d'un côté, surtout. Parce que déjà le ton de l'article, il blâme beaucoup Rachel Zegler, quoi, hein, du coup. Oui, non mais de toute façon, oui, c'était un article qui était vraiment à charge contre Rachel Zegler en disant voilà que si ça. Déjà Rachel Zegler, avant même qu'elle parle de la Palestine, il y avait déjà des gens qui la détestaient et tout, donc de toute façon, je pense pas que ça a changé grand chose. Et oui, effectivement, on sait que voilà, ils sont plutôt pro-israéliens. On va dire à Hollywood et tout. Et en fait, dès que quelqu'un d'ailleurs dit son avis un peu voilà dissident, enfin Disney a peur parce qu'il se dit en fait les anti-palestiniens ils vont pas aller voir le film, donc voilà, il faut rassembler tout le monde, faut pas du tout parler politique. Ouais, enfin à chaque fois quoi, c'est toujours des trucs comme ça quoi. Ils ont peur sur Rachel Zegler, mais par contre sur Mark Ruffalo ils disent rien, tu vois, alors que le mec il est ultra politisé, Mark Ruffalo, tu vois, quand il fait les Avengers et tout ça. Et sur le coup ils disent rien, tu vois. Ouais, je sais pas. Après, peut-être que je sais pas. Après, peut-être justement, vu que là le conflit israélo-palestinien, c'est vraiment, ça fait des années, hein, des dizaines et des dizaines d'années que ça existe, mais genre ces dernières années, peut-être que voilà, comme il y a eu le 7 octobre et tout ce qui a découlé après, tu sais, genre c'est devenu vraiment un truc au centre du débat, et donc peut-être que Mark Ruffalo, quand il en parlait, les gens s'en foutaient un peu, tu vois, et peut-être que là, voilà quoi. Mais après aussi, tu vois, elle dit ça avec tout un contexte où elle est détestée parce que elle a dit des trucs sur le Disney de base. Voilà, c'est au milieu de tout. Enfin, tu vois, et je veux dire, il y a même avec toutes les dramas qu'il y a eu au niveau des polémiques, donc peut-être ça a augmenté le truc, mais bon, voilà. Vraiment, encore une fois, je trouve que c'est des polémiques débiles. Hein. Je pense que Rachel Zegler a très bien aussi reçu des menaces de mort, ça m'étonnerait pas non plus, tu vois. Et par contre, ils n'ont pas donné de sécurité, tu vois. Par contre, ils ont donné à Gal Gadot, quoi. Non, mais après, écoute, après Gal Gadot, tu vois, elle était en mode, elle a été très lisse, tu vois, elle a pas parlé de rien du tout. Elle a rien dit. Que ce soit des élections, de trucs comme ça, alors qu'on sait très bien, voilà, qu'elle est pro-israélienne, pro la militaire, même israélienne, voilà. Et c'est vrai qu'elle a pas parlé et tout, et elle, du coup, elle a parlé, mais bon, je pense que pour Rachel Zegler, c'était bien plus important de soutenir certaines causes que juste de promouvoir un film, et ça pour le coup pour moi elle a raison. Je veux dire, si t'as des convictions, voilà, c'est pas parce que tu dois promouvoir un film que tu dois être en mode non, j'abandonne mes convictions tout de suite pour promouvoir le film. Non. Là, mais moi quand ils disent elle a pas supprimé son tweet, je dis mais bravo, ça vaut le coup, tu vois. Bah oui, enfin bon, après voilà, c'est chacun va te dire moi je suis d'accord ou pas d'accord avec elle, mais enfin il y a pas d'aller la voir et de lui dire de supprimer son truc, non, elle a raison. De toute façon elle l'a fait, hein, de toute façon c'est pas passé inaperçu, c'est pas que genre regarder supprimer et tout d'un coup ça va disparaître. C'est n'importe quoi. Et puis bon, le fait qu'elle ait dit Fuck Trump, il y a quelqu'un qui a sorti une vidéo c'est Robert De Niro qui dit Fuck Trump à une cérémonie aux Oscars, je crois, je sais plus quelle année aussi, qui est très anti-Trump et tout. Mais après lui aussi là il a pas fait la promo de son dernier film parce que il y a à cause de ça, hein, sûrement aussi, hein. Ah ouais? Oui, parce qu'il est très vocal sur Donald Trump, sauf que bon là Donald Trump il a été élu et voilà, il faut pas trop voilà, il y a beaucoup de studios qui demandent faut pas trop être bruyant là-dessus, et donc du coup il y a pas eu trop de promo dans son dernier film de Robert De Niro, hein. En bref.
Et ben c'est triste qu'on peut plus parler. On peut plus rien dire, comme on dit. Bon, on reste chez Disney, mais on parle pas de drama. À moins que peut-être tu trouves ça un drama, toi, mais... Non, vas-y. Mais Pixar, eh ben ils ont annoncé qu'ils font un Coco 2, voilà, c'est officiellement en production. Et Lee Unkrich et Adrian Molina reviennent pour réaliser Coco 2, donc les mêmes réalisateurs que le premier. Et ça sortira en 2029, donc on a 4 ans, donc on a le temps de le voir venir, quoi. Ouais, bah après ils ont annoncé Les Indestructibles 2, il y a Toy Story 5 qui arrive, il y a d'autres Pixar. C'est qui le 3. Ah oui, Les Indestructibles 3, bah tu vois, j'avais oublié, parce que j'ai pas encore vu le 2. Moi, je l'ai pas encore vu, c'est pour ça. Mais voilà, Coco 2, c'était un des plus gros succès, voilà, Vice Versa 2, voilà, c'est sorti, c'était un des plus gros succès des dernières années, Coco, et puis vraiment, je pense que c'est un des meilleurs films Pixar aussi, j'avoue, des dernières années. Je l'aime pas autant que certaines personnes en mode, enfin, pour moi, c'est pas au niveau de Vice Versa 1, tu vois, Coco. Ça m'a même marqué, moi. Bah, j'ai trouvé que franchement que c'était le haut du panier quand même et que ça abordait quand même un sujet pas mal des dernières années. Pas, de toute façon, moi, Pixar, je trouve ça jamais nul, hein, moi, pour le coup, mais vraiment, c'est peut-être un des meilleurs pour moi. Des 10 dernières années, hein, je parle bien. Hein. Ouais. Voilà. Après, il y a Wall-E et tout ça que je trouve vraiment incroyable, mais voilà, 10 dernières années, voilà. Et puis vraiment dans l'imaginaire collectif des Pixar, c'est un des ceux qui a le plus marqué, je pense, vraiment. Après voilà, ça m'étonne pas qu'ils reviennent avec une suite et c'est de la stratégie qu'ils ont Pixar. Moi, j'espère juste qu'ils vont pas abandonner les films originaux parce que. Oui, il y en a qui arrivent, mais là en fait ils ont annoncé sur 4-5 ans plein de suites, sauf que là les projets originaux, il y en a 2 qui sont finis, voilà, ils sont finalisés, ils vont sortir. Il y a Elio qui sort cette année et je sais plus le film avec le castor là qui sort en début d'année prochaine. Sauf qu'ils ont pas annoncé d'autres films, il y a pas de projets originaux pour l'instant. Et je me dis si Elio marche pas ou des trucs comme ça, il y a moyen peut-être pas de projets originaux Pixar avant un moment. Donc ça me fait un peu peur. Là, ça me fait un peu peur pour le coup. Donc écoute, j'espère qu'ils vont continuer d'alterner au moins comme ils faisaient avant. Mais là, pour l'instant, ils ont annoncé que des suites. Donc bon. J'espère c'est juste parce que voilà ils annoncent des suites parce que ils savent que ça va faire parler et tout, donc voilà, mais j'espère vraiment qu'ils vont pas abandonner les projets originaux pour le coup. Ouais, faut voir. Pour l'instant il en reste comme t'as dit 2, donc moi je pense pour l'instant dans leur stratégie, en plus le truc du castor c'était annoncé l'année dernière, c'est assez récent là, non? Donc moi je pense pour l'instant dans leur stratégie ils veulent alterner, je pense, une suite, un projet original. Je sais pas parce que là les 2 projets qui vont sortir, c'est des projets qu'ils ont dû bosser dessus depuis des années en fait. Donc en fait, tu sais, ils ont pas pu l'annuler ou quoi, tu vois. Et là je me dis vu les nouvelles stratégies qu'ils ont là, Disney et tout, vu le succès de Vice Versa 2, de Moana 2, tout ça, si Elio marche pas, je t'assure que je pense que ça va être un projet sur 3 plus qu'un projet sur 2 qui va être une suite, hein, qui va être un projet original. Tu vois, mais ils ont déjà fait, il y a déjà des années où il y a eu 2 Pixar, tu vois. Oui, il y a déjà eu des, mais là pour l'instant, tu vois, jusqu'à maintenant, ils ont toujours alterné à peu près, tu vois, mais moi je créerais pas genre qu'ils vont continuer tout ça longtemps hein, si ça marche pas. Hein, donc. Ouais, je sais pas, mais c'est possible. Toujours chez Disney, on a des petites news par rapport au film The Mandalorian and Grogu. On a son budget et son budget de production, il serait de 166,4 millions de dollars, ce qui ferait le budget le plus bas pour un film Star Wars depuis qu'ils ont été rachetés par Disney, parce que il me semble que l'épisode 3 c'est 120 millions de dollars, quelque chose comme ça. Donc ceux de l'époque qui sont pas ultra chers en fait comme film. Alors pour le coup faut les remettre dans le contexte, voilà. Et avec l'inflation 120 millions c'est très cher aujourd'hui hein. 120 millions en 1999 ça doit être dans les 200 millions maintenant. Donc faut remettre dans le truc dans le contexte aussi quoi. Mais en tout cas, c'est quand même le plus bas depuis le rachat de Disney, puisque ça a toujours été 200 millions, je crois, à peu près. Ouais, bah après, ça m'étonne pas, parce que voilà, la dernière trilogie, c'était le truc le plus attendu, là, Mandalorian et Grogu, c'est la suite d'une série, c'est un peu un test aussi, voilà, je pense pas que ça nécessite non plus forcément 250 millions, voilà, et puis bon, comme ça au moins ça pourra se rembourser plus facilement, je pense, et comme ils font un test, ils essayent de voir, c'est normal, ils allaient pas mettre 250 millions sur la table pour le coup, voilà, là, s'il fait 400 millions, voilà, ce sera remboursé, ils prennent pas trop de risques, voilà, c'est à peu près ça, je pense, la stratégie Disney, et pour moi, oui, ils ont intérêt à faire ça, quoi. Oui, clairement, parce que c'est quand même un peu risqué comme film, on sait pas si ça va prendre ou pas, donc comme t'as dit, c'est un test, donc à voir si ça fonctionne, et par contre si ça cartonne, ils sont gagnants, quoi. Et on a une news un peu insolite sur Disney+, les showrunners de Percy Jackson et les Olympiens, qui sont Jonathan Steinberg et Dan Schultz, sont en discussion pour écrire, showrunner et produire une nouvelle série Power Rangers. Voilà, pour Disney+. Ouais, je sais même pas quoi te dire tellement c'est bizarre ce truc. Power Rangers, c'est vraiment les trucs cheap
au possible quand t'étais jeune, voilà, des séries de super-héros entre gros guillemets, et voilà. Il y a eu le film. Oui, il y a eu le film qui a flop, d'ailleurs, le film, faut le rappeler. Moi, je sais pas si c'est une bonne idée. Je pense que les gens, ils aimaient bien ça à l'époque, voilà, comme truc un peu à regarder, parce que voilà, mais en série, en série gros budget, au film, c'est tellement débile et un peu nul. Et je sais pas, il y a un délire un peu cheap, tu vois, dans Power Rangers, tu vois. Je sais pas. Oui, mais alors. Là, je m'en fous complètement. Oui, sur le truc un peu Sentai et tout, comme les séries de l'époque, effectivement. Mais je pense que ce sera autre chose. Je pense que ce sera plus il y a des comics Power Rangers qui sont pas mal. Voilà. Qui sont dans des délires un peu univers fantaisiste et tout. Je me dis que ça, ils peuvent peut-être en faire un truc cool. Après, à voir, quoi. Moi, je suis un peu curieux, en fait. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que je pense pas que ça ressemblera aux séries que tu dis, qui passaient sur TF1 et tout, que je regardais, moi, quand j'étais gamin. Mais au pire, ça ressemblera au film, tu vois, peut-être à un gros budget, mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux que le film, parce que c'était pas ouf, le film. Oui, de toute façon, je pense que oui. C'est pas dur, mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, ça reste un délire, un peu con, tu vois, pour Rangers. Et même si tu mets tout l'argent que tu veux, enfin, je sais pas. En fait, je vois pas les gens vraiment s'intéresser à ça en tant que tel. Oui, il y a des fans, hein. Il y a des fans, hein. Ouais, ils étaient pas là au cinéma, hein. Quand le film est sorti. Après, là, c'est sur Disney+, c'est pas au cinéma. Oui, mais tu vois, je me dis, si c'est une série à bas budget comme à l'époque, écoute, ça sera comme à l'époque, ça sera pas intéressant. Et si c'est une série à gros budget, je sais pas du tout s'il y a beaucoup de gens qui vont regarder. Enfin, je pense pas du tout. Tu vois, je pense que c'est une fausse bonne idée, nostalgique, mais qui va pas marcher pour moi, je pense. Ah, pour moi, c'est pas nostalgique, parce que Power Rangers, ça s'est jamais arrêté, quoi, en fait. Il y a toujours eu des... Oui, mais c'est toujours, ça nous rappelle toujours notre enfance, tu vois, que tu sois un jeune, moi, toi, même des gens qui sont peut-être plus âgés, c'est toujours un délire un peu d'enfance nostalgique, tu vois. Personne ne regarde Power Rangers à 40 ans, tu vois. Ou alors, tu t'es un peu perdu, je pense. Tu serais surpris, je pense. Ah putain, ouais. Après, il y a de tout, mais voilà, je pense que pour la majorité des gens, même la quasi-totalité des gens, c'est un délire nostalgique d'enfance, Power Rangers, tu vois. Je sais pas. mais moi, je pense qu'il y a moyen de moderniser le truc pour en faire un truc bien, vraiment. Donc, je suis un peu curieux. Après, ils vont peut-être se foirer. Bon, comme t'as dit, c'est peut-être une très mauvaise idée, mais je pense qu'il y a du potentiel pour en faire quelque chose. Je pense qu'ils peuvent en faire quelque chose avec une vraie histoire, avec des méchants. Voilà, c'est pas loin d'un truc de super-héros au final, hein, les Power Rangers. Donc peut-être on peut faire quelque chose. Oui, ça se trouve. Hein, la super police Power Rangers. Bon, voilà. C'est les Green Lantern. Ouais, non, arrête. laisse tranquille là. On va chez HBO Warner. Nick Frost a été casté en tant que Hagrid dans la série HBO. Donc Nick Frost, du duo Nick Frost et Simon Pegg de la trilogie Cornetto. Donc sur Hot Fuzz, sur Le Dernier Pub avant la fin du monde, sur ces films-là. Et il a clairement la tête pour être Hagrid. C'est fou parce qu'en vrai le casting est pas si dégueu, hein, franchement, pour l'instant de la série. Je suis toujours pas intéressé, mais c'est vrai que le casting, ils ont pris des gens qui sont connus en plus, tu vois, du grand public et qui pourraient matcher les personnages. C'est juste que pour moi, ça reste toujours pas si intéressant que ça. Mais bon, on va pas se mentir, là, ils sont sur un casting plutôt 5 étoiles et qui a l'air de fonctionner, hein, sur le papier. Bah ouais, on a eu Rogue, Dumbledore, c'était Pétunia, McGonagall. Voilà, pour l'instant on a des profs, quoi. On a les profs, les adultes, entre guillemets. Hein, les adultes à Poudlard, quoi. Et c'est plutôt ok, quoi. Enfin, moi je trouve que c'est bien. Oui, pour l'instant c'est plutôt, sur le papier, hein, c'est un sans faute, pour le coup. Mais après, est-ce que c'est intéressant? Bon, moi je suis pas sûr du tout, quoi. Warner Bros, qui essaye encore de vendre Coyote versus Acme, mais cette fois-ci à Ketchup Entertainment pour à peu près 50 millions. Donc voilà, Coyote versus Acme, c'est un film qui a été écrit, d'ailleurs scénarisé par James Gunn, donc voilà, et qui a été scrap, voilà, qui a été fini, qui a été finalisé, qui a été tourné, qui était prêt à sortir, mais qui a été annulé pour des raisons de taxes, en fait, en gros, pour payer moins de taxes. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Et en gros, le film a été complètement abandonné, à l'image un peu du film Bad Girl aussi, qui a eu le même sort. Sauf que Warner Bros a essayé de le vendre il y a 1 an à des studios et tout, mais ils sont pas conclu un accord du tout. Et là, on pensait que le film on le reverrait jamais. Voilà, pour le coup, mais non, ils ont essayé de le revendre pour Ketchup Entertainment et je crois que c'est Ketchup qui est venu les voir, je pense. C'est possible, mais c'est surtout parce que Ketchup Entertainment, ils ont distribué le film de Earth Blow Up, a Looney Tunes Movie, qui a fait parler en fait cette année. Et vu que c'est à peu près dans la même ADN des Looney Tunes, je pense que c'est intéressant pour eux. Oui, voilà, mais j'étais pas sûr exactement. D'ailleurs en France ça s'appelle quoi, Porky et Daffy sauvent le monde, un truc comme ça, je sais plus. D'accord.
Parce que moi, je connais Bip Bip et le Coyote, voilà, tu vois, mais vraiment. Ouais, les films, c'est Bugs Bunny, il y en a plein. Ouais, voilà, c'est tout ça, en fait, c'est tout réuni. Et bah voilà, ils voudraient l'acquérir. Ils voudraient l'acquérir pour le sortir au cinéma. Bah écoute, si ça a plutôt bien marché avec leur film, bah pourquoi pas celui-là, hein, je pense que c'est une bonne idée. Hein. Bah ouais, carrément. Ils ont raison, hein, sur le coup. Par contre, ils ont un nom de con, mais Ketchup. Ouais, bah on aimerait bien le voir, ce film, parce que c'est triste qu'ils disparaissent de la surface de la Terre, quoi, pour le coup. Non, mais bon, j'aimerais bien qu'ils fassent la même avec Batgirl, aussi, ça serait bien. Ah bah ça on le demande tous, quoi. Mais ça serait plus compliqué, je pense, Batgirl. Parce que c'est lié à un univers et tout, donc je sais pas s'ils peuvent le sortir, quoi. Gros changement de date, un gros changement dans le planning de Warner, qui s'amuse à changer toutes leurs dates sur le coup. Il y a un film qui s'appelle Weapon, film de Zack Snyder, nouveau film de Zack Snyder, donc qui est le réalisateur de Barbarian. Il devait sortir le 16 janvier 2026. Il a été avancé au 8 août de cette année. Donc 6 mois d'avance pratiquement, c'est bien. Mais par contre, ça va faire repousser tout ce qu'il y a à côté. Donc le film de Paul Thomas Anderson qui lui devait sortir le 8 août, et ben lui donc il change de place pour aller au 26 septembre qui était pris par le film de Maggie Gyllenhaal, donc The Bride, qui lui va partir au 6 mars 2026. Et derrière, il y a le film de David Robert Mitchell, Flower Wall Street, qui était prévu le 6 mars 2026, qui lui va passer au 14 août 2026. C'est ça, en fait, ils ont décalé d'une place, en fait, chaque film, pour le coup. Sûrement aussi pour le film de Paul Thomas Anderson, ça lui permet d'aller à la Mostra de Venise, voilà, pour le coup, et de pouvoir concourir à la Mostra de Venise pour gagner des prix et tout ça. Mais c'est vrai que ça fait des gros changements pour certains, surtout pour le film de Maggie Gyllenhaal, là, de Bride, là, qui serait sur la femme de la fiancée de Frankenstein, pour le coup, mais qui prend 7-8 mois dans la tête, pour le coup, des placements, voilà, donc c'est assez fou. Pour le coup, mais bon, voilà, c'est Warner qui gère son calendrier, vu que cette année ils sont un peu dans la merde, vu que là ils ont démarré avec des flops. Pour le coup, on verra comment ils s'en sortent, parce que là ils ont encore des gros films, voilà, à sortir, et voilà quoi. Mais voilà, c'était juste une petite update sur leur calendrier, pour le coup. On va parler des droits de la franchise Jason Bourne. Voilà, Jason Bourne, le dernier est sorti il y a presque 10 ans, puisque le dernier c'était en 2016, je crois, donc ça s'appelait Jason Bourne avec Matt Damon. Et bah les droits de Jason Bourne vont être vendus à un autre studio. Donc on a Skydance, Apple et Netflix qui veulent acquérir la franchise. Donc 2 plateformes de streaming quand même. Et on sait pas si Matt Damon va revenir où il y aura un possible reboot. On sait pas trop ce qu'ils vont faire avec cette saga. Mais voilà, c'était une grosse saga quand même. Donc voilà, ils veulent la faire revenir. Qu'est-ce que t'en penses? Bah je sais pas, parce qu'en fait déjà le Jason Bourne Legacy c'était pas terrible, je crois que le dernier était pas terrible non plus. En fait depuis la fin de la trilogie ça se perd un peu cette saga, ils arrivent pas trop à en faire quoi que ce soit. Je sais pas, après qu'ils vont lancer, qu'ils tentent hein, sur le coup. Après ça peut fonctionner, sur Netflix je vois bien le truc cartonné quoi. Par exemple tu vois les films d'action comme ça, bon ça. Après au cinéma je suis pas sûr, j'ai l'impression que ça vend plus de ouf les films d'action comme ça. Après c'est une franchise, mais oui effectivement là tu sais c'est une franchise qui date un peu maintenant, tu vois. Mais après sur les plateformes le truc c'est que j'ai l'impression que ça va perdre un peu de son prestige, tu vois. C'est aussi Mission Impossible, ça a passé sur Netflix, tu vois, tu fais aïe. Tu sais c'est tout de suite ça. Ouais je suis pas sûr du résultat quoi pour le coup, donc ouais moi je serais pas chaud que Netflix ou Apple ait le truc, parce que ça va finir sur une plateforme un peu nulle, et je sens tu sais le reboot un peu nul par les Rousseau. Ouais voilà, je sens aussi un truc comme ça très plat, très ouais. Très plateforme dans l'esprit quoi. Après Jason Bourne, je pense que la trilogie suffisait, et peut-être qu'ils avaient pas besoin d'aller jusque là. Déjà il y a eu peut-être deux de trop, et ce serait bien que ça reste un peu au placard, mais bon vu qu'on est dans l'ère des franchises et des réadaptés tout ça, je pense ça va ressortir un moment. Hein. C'est ça. Hein. C'est les droits de la franchise, donc pareil ils peuvent en faire une série comme ils ont fait avec Reacher, tu sais il y avait eu des films Jack Reacher, ils ont fait la série Reacher et ça cartonne, donc on pourrait faire un truc comme ça aussi. Hein. Clairement, c'est un peu déprimant. Et en parlant de franchise d'action, Mission Impossible de Final Reckoning a dévoilé son budget, et son budget serait pas de 100, ni de 200, ni de 300, mais de 400 millions de dollars, donc un des plus gros budgets de l'histoire pour un film. On rappelle que le dernier film de la franchise avait rapporté 571 millions, donc dans le monde, donc ce qui était pas incroyable déjà. Bon après il était sorti une semaine avant le Barbenheimer, donc voilà ça a dû pas mal faire du mal au box-office de ce film-là.
Et en plus, il n'y avait pas les salles IMAX, tout ça. Mais là, quand même, 400 millions de dollars. Donc, pour se rembourser, il faut faire le milliard, en fait, tout simplement. Ce qui va être très compliqué, parce qu'on rappelle que Final Reckoning a eu d'énormes problèmes de production. Il y a eu, je crois que la grève, il y a eu un sous-marin qui a explosé alors qu'il devait pas exploser. Donc, du coup, ils ont dû le refaire. Et sûrement que de base, le film devait avoir un budget de fou, au moins 250 millions, un truc comme ça, de base. Moi, je pense qu'effectivement, c'est le Final Reckoning et il y aura plus après de Mission Impossible, parce que là, c'est plus possible, parce que je pense que jamais le film va faire un milliard, va se rembourser, voilà. Et je pense que de toute façon, pour cette saga, il est temps de s'arrêter, parce que voilà, ça serait le 4e film qui serait réalisé par la même personne. Voilà, au bout d'un moment, ça tourne un peu en rond. Je pense qu'il faut arrêter. Mission Impossible, pour moi, c'est vraiment une saga qui a été très bonne. Voilà, pour le coup, on a eu du très bon. C'est quand même une des meilleures franchises d'action qu'on ait eues américaines pour moi, qui se tient vraiment bien. Mais là, il est temps d'arrêter, je pense. Oui, clairement. Mais on dirait ils ont pas appris du dernier film où ils avaient mis 300 millions. Ils ont pas été rentables du tout. Mais non. Bah après, il y a eu, en fait, les deux ont eu des problèmes de production, les deux films. Ouais. Donc, c'est comme ça, quoi. Ouais. Donc, comme tu dis, je pense que ce sera vraiment le dernier, hein. Je pense que ce sera vraiment le dernier avec Tom Cruise. Peut-être que dans 15-20 ans, il ressortira la franchise avec un autre acteur, je sais pas. Mais là, je pense que, ce sera le dernier. Et Tom Cruise, de toute façon, on sait qu'il a d'autres projets un peu plus cinéphile, j'ai envie de dire, enfin, un peu plus avec des grands auteurs, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Sur le coup. Donc, ça m'étonnerait pas qu'ils arrêtent là, quoi. On va chez Universal pour la suite d'une suite. ou d'un reboot, on sait pas. Twisters, le film qui est sorti l'été dernier avec Glenn Powell et Daisy Edgar Jones, il y aurait une suite en production. Voilà. Faut savoir que le film a énormément marché aux États-Unis. En fait, ça a été un gros succès là-bas et pas dans le monde. Mais du coup, je crois qu'il est plutôt rentable. Du coup, puisque grâce au box-office qu'il a fait là-bas, et donc du coup voilà, une suite, sûrement avec Glenn Powell et Daisy Edgar Jones. Et moi le film Twisters, je le trouve mieux que le film original Twister, que j'avais pas vraiment aimé, voilà, vraiment pas. Mais je trouve que c'est vraiment mid, un peu mid comme production blockbuster américaine, voilà, ça aura une suite, voilà. Je pense que ça a sûrement marché si avec Glenn Powell et tout, enfin j'ai l'impression que tout ce qu'il fait marche. Mais bon, voilà, ça m'en bouge une sans faire bouger l'autre, hein, vraiment. Ouais, clairement, moi aussi je m'en fous un peu. Après, bon, ça se comprend parce que, comme t'as dit, ça a quand même cartonné aux États-Unis sur le coup, ce film-là. Donc, qu'il fasse une suite, c'est pas vraiment étonnant, quoi. Après, là, il y avait deux tornades. Il y en aura quoi? Il y en aura 3 dans le 3e. Incroyable. Et le E, ce sera un 3 dans le titre. On va chez Lionsgate pour parler de ma saga préférée, la saga Saw. On avait dit la semaine dernière que la saga Saw pourrait s'arrêter parce que Saw 11 avait connu des gros problèmes de production et que le film était annulé en tout cas. Mais en fait, c'est pas exactement le cas, puisqu'en fait le film est toujours en cours, même si son avenir est très incertain encore, hein, parce que Saw 11 a été enlevé du calendrier de Lionsgate, donc voilà, il sortira pas cette année comme il devait être prévu. Et à la place, ils ont mis Strangers chapitre 2, voilà, le film d'horreur. Il y a eu chapitre 1 qui était sorti l'année dernière. Là, ils ont mis le film à cette date-là, donc il a pas de sortie. Mais Billy the Puppet, donc qui a un compte, donc qui est la marionnette de Jigsaw, a dit qu'elle a vu les rumeurs. Ils disent que c'est fini, mais en fait que le jeu n'est jamais fini. Donc en gros, ils disent que potentiellement c'est pas pas fini. Et d'ailleurs le scénariste dit que Saw 11, il y a toujours de l'espoir et que voilà, que le film pourrait toujours sortir. Maintenant, ça a l'air d'être dans une galère de production quand même, hein, le film, donc on sait pas trop où ça en est, mais en tout cas, c'est pas aussi fini que ce qu'on laissait penser la semaine dernière, pour le coup. Clairement, et le scénariste aussi, ça a aussi un peu donné les thèmes donné les thèmes que ce serait. Il a dit que ce serait à peu près comme saucisse. C'est dur, c'est rigolo à dire. Voilà, où il dit vous êtes un citoyen, vous vous sentez frustré, et en fait John Kramer il va le faire parce que vous pouvez pas le faire. Alors moi j'ai pas vu le film, mais bon, je pense que toi ça doit te parler. Sur le coup, si t'as vu faut savoir que cette saga là ce qu'ils disent là en fait les citoyens énervés qui sont frustrés, qui vont se rebeller, faut arrêter hein, de fumer de quelque chose là, c'est Saw quand même hein, tu vois, même s'il y a sûrement un peu de ça dans la saga, faut pas pousser psychologiquement le truc hein, voilà. Après je pense que c'est juste pour vendre un peu le truc, voilà, c'est pour donner un avis de ce que ça aurait été. Bon voilà, moi je pense que cette saga, de toute façon, moi c'est une saga un peu bonbon et tout, mais elle a rien à raconter de plus qu'elle n'a déjà raconté en fait. Hein. C'est une saga qui tourne en rond et qui tourne sur elle-même depuis Saw 4 quoi, tu vois, un truc comme ça. Donc de toute façon voilà, mais bon, écoute, on verra ce que ça donne. Moi
en vrai, je regarderai le film s'il sort, mais voilà, si ça s'arrête, je serais pas triste, même si ça s'arrêtera jamais, vu que ça rapporte bien là, moi, ça a l'air quand même de partir sur les bons rails, j'ai l'impression, parce qu'ils jouent même un peu, ils ont fait un faux compte LinkedIn, là, avec la poupée et tout, en mode, il y a écrit coach de vie chez Lionsgate, je crois, il y avait un truc comme ça, c'était un peu drôle, donc je pense qu'on va l'avoir, le 11, mais il va arriver plus tard, quoi, c'est tout. Ouais, bon, on verra bien. Et on reste dans l'horreur puisqu'un nouveau film, Texas Chainsaw Massacre, donc Massacre à la tronçonneuse, est en développement. Lionsgate, A24, Néon sont les studios qui sont intéressés pour acquérir le film. J.T. Molnar, qui a fait le film Strange Darling, est un des personnes qui est en vue pour écrire et réaliser le projet, et Glenn Powell est intéressé aussi pour le produire et possiblement apparaître dans le film, et donc le film cartonnerait s'il y a Glenn Powell dedans. Mais oui, je crois que la dernière fois c'était sur Netflix qu'il y avait eu un Massacre à la tronçonneuse et il avait pas très convaincu les gens, je l'ai pas vu. Mais oui, je pense que s'il y a Glenn Powell dedans, ça va cartonner, hein, pour le coup, hein, si le produit il joue dedans, ça peut être bien. Mais après, voilà, c'est une franchise, j'ai pas vu tous les opus, donc voilà, je pourrais pas dire, mais je crois que c'est une franchise qui est un peu cursed, hein, quoi, qui est un peu maudite aussi, hein. Ça fait longtemps qu'il y en a pas eu un de bon, je crois. Clairement, mais là, tu mettrais quand même une grosse star du moment sur le film, ce qui pourrait apporter une plus-value, en sens où ça pourrait peut-être prendre quoi. Généralement, j'ai l'impression dans les films d'horreur, il y a pas des grosses stars, tu vois. Là, ouais. Bah, en général, c'est des stars en devenir plutôt. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, ouais, ça peut-être qu'ils ont une idée, quoi. Et, je sais pas. Enfin, peut-être que Ken Powell, il a une idée, je sais pas trop, mais. Bah après, on sait que les films d'horreur ça marche bien. Lui, je pense qu'il se met un peu au niveau de Sidney Sweeney en termes de producteur. Tu sais, de vouloir produire lui-même son petit film d'horreur qui va cartonner, qui va, voilà, comme Immaculate, c'était sorti, ça avait cartonné avec Sidney Sweeney et tout ça. Je pense que c'est un peu dans cette veine-là, plus que il est intéressé par la franchise. Je pense vraiment c'est un délire de star talent, de power talent à ce niveau-là, quoi. Ouais, clairement, je pense aussi, ouais. Genre pour pouvoir dire, tu vois, je peux faire des comédies et que je les fais cartonner, des blockbusters, mais en même temps je peux faire un film d'horreur, je le fais cartonner aussi, tu vois, genre voilà, et comme ça lui donne un pouvoir vraiment Hollywood assez fort, quoi. Ouais, clairement. Après, je suis pas sûr que le film de Edgar Wright il cartonne avec Glenn Powell, mais on verra. Bah les films d'Edgar Wright ils cartonnent jamais, donc bah c'est ça. Voilà. Mais après peut-être que lui il va pouvoir le faire cartonner, tu vois, on sait pas. Donc, ouais, possible. Donc à voir. Ce serait intéressant de le voir dans un film d'horreur en tout cas. On va parler d'adaptation de jeux vidéo et on commence avec Resident Evil. On en avait parlé, Zach Krieger, donc qu'on a déjà parlé plus tôt dans le podcast aussi, va faire donc une adaptation de Resident Evil et on a un premier acteur pour jouer dans le film, c'est l'acteur Austin Abrams. Est-ce que tu connais Austin Abrams, toi, Al ? Oui, je l'ai vu dans Euphoria, moi, pour le coup. Il a un rôle secondaire assez récurrent dans Euphoria. Voilà, c'est là que je l'ai vu. Après, il y a des gens qui disent que ça serait Léon. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais. Je sais pas. Il m'a l'air oui. Enfin après, il peut jouer Léon potentiellement. Après, je sais pas. Léon, j'ai tellement une image de lui assez spéciale. Mais oui, moi, je pense qu'il faut pas se fier à ce qu'on connaît. Voilà, s'il y a une autre texte sur le personnage. Voilà, ça peut être bien. Bon, ça peut être pas bien aussi. On a vu le dernier Resident Evil, le Léon qu'on a eu, c'était terrible. Dans le dernier, je sais pas si tu te souviens, mais c'était un mec qui faisait que des gaffes, qui était complètement débile. Oui, c'est vrai. Tu te disais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de Léon? Voilà, moi après, ça me dérange pas qu'ils changent le personnage, mais bon, voilà, si on espère que ce serait quelque chose d'intéressant. S'il y a bien quelqu'un qui monte dans le cinéma d'horreur, c'est Zach Krieger, voilà, avec Barbarian et tout. On verra son film là d'ailleurs, qui sort cet été, s'il est bien. Mais moi, ouais, j'ai vraiment confiance en lui pour faire un bon film Resident Evil, même si on n'en a pas eu, en fait, depuis le début. Donc, en fait, si lui, il le fait pas un de bien, je pense qu'il faut arrêter cette saga. C'est mort. Ouais, clairement. Je crois qu'on a déjà dit ça la semaine dernière, mais ouais. Sur les coups. Mais à voir, Austin Abrams, qu'est-ce qu'il fait? Même s'il ressemble pas physiquement à Léon, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas faire une version intéressante du personnage, hein. C'est ça aussi le problème avec les jeux vidéo, c'est comme on a on voit physiquement à quoi ils ressemblent les personnages, bon, on veut l'acteur qui ressemble exactement et tout. C'est ça. Ça se trouve, ça sera une autre take, il sera pas là pareil, il sera pas un autre personnage, mais ce sera un personnage intéressant, tu vois, on s'en fout, c'est pas grave si c'est pas la même chose. Donc à voir aussi Abrams s'il nous convainc, si Zach Krieger arrive à nous convaincre avec son nouveau Resident Evil. On a des nouvelles du live action Street Fighter qui devait être à la base réalisé par les deux youtubeurs dont je sais plus leur nom, qui avaient fait la main, et il y avait eu un autre réalisateur dessus, et je sais plus non plus. Et ben le live action Street Fighter, et ben en fait il a été repoussé indéfiniment, ils l'ont enlevé de leur calendrier Sony, donc il est plus prévu du tout. Moi je suis pas sûr que, en fait je pense que c'était une bonne idée à la base quand ils avaient les réalisateurs de la main,
Mais maintenant, après que ça a changé et tout, enfin, je pense que c'est ça qui a un peu propulsé le film, c'est qu'ils avaient une idée à la base et les deux, ils avaient sûrement des trucs, mais bon, il y a eu des problèmes d'emploi du temps, tout ça. Et au final, ça a été délayé, donc peut-être qu'ils vont revenir sur le projet, en fait, au final, quand ils auront fini. Mais c'est vrai que je pense que là, ça a dû être c'est peut-être rentré en galère de production, ils savaient pas quoi faire, parce que là, ils ont dû reprendre des créatifs pour reprendre un projet qui était pas eux. Et voilà, je pense qu'ils ont préféré repousser le truc en se disant, ça va pas le faire. Après, faire un truc live action Street Fighter, je pense qu'il faut des gens passionnés, hein, parce que c'est des trucs, c'est comme Mortal Kombat, des trucs comme ça, c'est des trucs, c'est des jeux de combat et tout, pour faire une histoire et tout autour de ça, faut se lever tout, je pense, hein. Ah, il y a des lores, mais ça fait très, très nanar si tu les fais en film, en fait. En jeu vidéo, ça passe, mais ouais. Du coup, il y a déjà eu du live action Street Fighter, c'est pas terrible. Ouais, voilà. Il y en avait plusieurs, hein, d'ailleurs. Avec Jean-Claude Van Damme. Ouais, mais l'autre qui s'appelle La Légende de Chun-Li, qui est avec un des Black Eyed Peas, qui est pas foutu du tout sur le coup. Et encore une adaptation de jeu vidéo, c'est Split Fiction, un film Split Fiction est en production. Split Fiction, c'est quoi? C'est un jeu vidéo qui vient de sortir là, il y a 2 semaines, il y a même pas un mois, qui est un jeu coop en fait, pour donner un peu le pitch, parce que toi tu connais pas trop, je crois. Il y a 2 personnages, deux personnages féminins, et c'est 2 autrices, 2 écrivaines. Et une qui adore la SF et l'autre qui adore la fantasy, enfin l'heroic fantasy. Et en fait, dans le jeu, tu te balades dans les fictions qu'ils ont écrits. Et donc, tu te retrouves soit dans des mondes de fantasy, soit dans des mondes de science-fiction. Non, mais en fait, maintenant que tu dis, ça m'a rappelé le jeu. En fait, du coup, maintenant, tu vois ce que c'est. Et donc, là, direct, on annonce un film en production. Et il y a une bidding war, donc entre plusieurs studios, pour avoir les droits, de ce film, adapté de ce jeu vidéo. Ouais, après ça va coûter, hein, non, ça si ça sort, non? Oui, il faut un budget pour faire de la SF et de la c'est ça fantasy. C'est ça que j'ai dit, donc ça serait un gros film potentiellement, donc voilà. Après ça, j'ai peur que ça finisse sur des plateformes, encore une fois, les Binding War et tout, les plateformes, ils sont sur tous les trucs de binding. C'est insupportable. Après oui, pourquoi pas. Après le pitch donne envie, en fait, quand tu dis comme ça, tu vois, ça a l'air d'être un délire geek et tout, si c'est bien fait et tout, voilà, mais bon, ça dépend par qui c'est racheté, par qui sont les créatifs, quoi. Mais après, sur le papier, oui, ça a l'air intéressant. Ouais, ça peut donner un film sympa où ça se mélange les univers et tout. Ouais, à voir, hein, sur le coup. Le jeu est super, en tout cas, il est bien reçu par la presse et tout. Après, espérons que le film soit pareil, mais ouais, il faut voir qui comme t'as dit, qui rachète et qui met en réalisateur et tout dessus, quoi. Ou réalisatrice. Et on va finir ces news avec les plateformistes. Ouais, une news qu'on s'y attendait, mais c'est confirmé, Severance a été revenu pour une saison 3 chez Apple. Voilà, les gens qui paniquaient, qui disaient, mais c'est toujours pas confirmé, je comprends pas. Voilà, c'est bon, fallait juste attendre la fin de la saison, calmez-vous. C'est ça. Voilà. Bon, voilà, c'est le plus gros succès de la plateforme, évidemment que c'est renouvelé. Voilà, Ben Stiller, il l'avait teasé pendant je sais pas combien de temps. Voilà, hein, ça va continuer, ça cartonne. Voilà. Bravo à vous, Severance, bravo. Bravo. Mais il se passe quelque chose d'autre chez Apple. Ouais, Apple, c'est rapporté qu'ils perdent 1 milliard de dollars par an sur leur service de streaming, parce que eux, on sait qu'ils dépensent énormément dans des films, dans des séries, vraiment dans toutes leurs séries, dans tous leurs films, t'as l'impression qu'ils ont des budgets de fou. Mais la plateforme, c'est pas du tout la plus suivie. Mais après, faut savoir que toutes les plateformes de streaming quasiment, à part peut-être Netflix, sont déficitaires, donc ça leur rapporte pas d'argent. Voilà, c'est une galère comme pas possible, les plateformes de streaming pour le coup. Mais eux, ils perdent quand même 1 milliard par an, donc c'est insane, voilà, pour le coup. Mais en même temps, Apple, ils ont tellement de fric, de toute façon, tellement de côté que, en fait, ils s'en foutent pas, je pense, mais en tout cas, voilà, ils peuvent clairement tenir le coup. Mais je pense que, évidemment, sur toutes les plateformes de streaming, sur le long terme, ils veulent gagner de l'argent dessus, hein, de toute façon, voilà. Mais c'est pas si facile, hein, que ça. Et je pense que la guerre des plateformes et tout, on disait que le cinéma, ça finirait en plateforme de streaming. Et je pense que je pense qu'il y a beaucoup de gens, je pense Warner, Disney et tout, qui se sont frottés à un truc qui pensaient que ce serait rentable beaucoup plus rapidement que ça, et au final c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Clairement, mais ouais, même Disney ils perdent, alors que je pense que c'est pas mal de regarder Disney. Je pense que c'est vidéo aussi. Regarder, hein. Prime Video, oui, mais après Prime Video aussi, Amazon ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent pas, mais ils ont tellement d'argent à côté que, en fait, ils perdent pas tant que ça. Alors, si tu fais le calcul de leur année et tout, quoi, c'est pas un truc de fou, quoi. Ouais, clairement. Et enfin, on va finir avec la saga James Bond. On avait parlé que les droits, voilà, ils étaient rachetés par Amazon, que Barbara Broccoli a été écartée. Et là, ils ont cherché d'autres producteurs. Et c'est nos amis David Heyman et Amy Pascal qui sont en discussion pour développer les prochains James Bond. Donc David Heyman, qui c'est celui qui a fait et qui est connu pour avoir produit toute la saga Harry Potter, voilà, et les animaux fantastiques et tout ça.
Et Amy Pascal, c'est notre amie, voilà, du Sonyverse, voilà, qui a produit beaucoup de films Sony, dont les Venomverse et tout ça, donc les Amazing Spider-Man. Donc vraiment, on la remercie pas du tout. Mais voilà, donc voilà, ils ont pris les plus gros producteurs d'Hollywood, parmi les plus gros pour faire la saga James Bond. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas, parce que c'est des mecs qui sont connus quand même pour faire des sagas, quoi. Pour faire des sagas et des trucs comme ça, et je sais pas, moi. Ça sent la franchisation à outrance, là. Alors attends, parce que il y a des détails sur le deal qui sont tombés hier. Pour l'instant, ils ont juste un deal pour un film. Donc David Mamet et Amy Pascal, ils vont produire un film James Bond sur le coup. Et voilà, c'est tout ce qu'on sait. Pour l'instant, il y a pas de franchisation ou quoi. Donc à voir, quoi. Pour l'instant, c'est juste un projet pour un film. Mais peut-être après, il y aurait d'autres producteurs sur d'autres films. Je sais pas ce qu'ils veulent faire en fait sur le coup. Mais là, pour l'instant, c'est juste pour un seul film qui va sortir chez Amazon, quoi. Ouais. Mais en tout cas, je sais pas si ça sent bon, parce que moi, ces producteurs-là, bon, voilà. Je veux pas me, surtout Amy Pascal, voilà. C'est très compliqué. C'est surtout Amy Pascal qui fait peur, ouais. Sur le coup, on est d'accord, ouais. Est-ce qu'elle va faire, des films 007 mais sans 007? Ouais, bah c'est possible, hein. Tu sais quoi, on n'est pas à l'abri, quoi. Et on va à la chronique box-office. Ista, qu'est-ce qui se passe pour Blanche-Neige au box-office? Eh ben, Blanche-Neige, ça sous-performe, et ça, parce qu'on avait annoncé, hein, dans les trackings, dans les dernières news, que ça allait faire $100 millions dans son premier week-end au box-office mondial, et ça a pas fait 100 millions, ça a fait 87,3 millions, donc pratiquement 15 millions de moins, quoi. Donc ça fait mal, alors que le film a 270 millions de budget. Oui, bon, maintenant c'est confirmé, ça va être un échec. Voilà, pour le coup, ça va être un flop. Voilà le deuxième flop pour Disney cette année. Donc voilà, Disney et Warner sont dans un combat pour savoir qui va le plus flopper cette année. Pour l'instant, c'est assez fou. On verra comment ça se passe au fur et à mesure de l'année, mais après, bon, voilà. Moi, j'avais dit, je me souviens au début d'année, soit ce film il va cartonner, soit il va flopper grave. Et ben on est plus sur le flop grave, je crois, pour le coup. Donc et du côté des plateformes de streaming, la série Adolescence, voilà, a 42 millions de vues sur son second week-end, et elle a quasiment doublé en fait son nombre de vues de la semaine d'avant. Faut savoir que d'habitude, de semaine en semaine, le truc, voilà, il gagne de moins en moins de vues, voilà, c'est normal. Et ben là, non, Adolescence, il y a eu un très bon bouche à oreille, et donc du coup, bah là, ça a doublé, ça fait 42 millions de vues, et ça va potentiellement devenir la série anglaise la plus vue sur Netflix, donc voilà, et ça tombe bien puisque c'est la série dont on va vous parler dans le prochain LCDS, donc la critique de la semaine qui arrive dans quelques jours, Ista, et donc on a hâte d'en parler. Clairement, on va en parler. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, pour les news de la semaine. Voilà, on espère que ça vous a plu. On a eu pas mal de news. Et voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. On est disponible partout sur Spotify, sur Acast, sur Deezer, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict. Et à nous retrouver sur les réseaux sociaux, @lanuitdessorties, donc sur Twitter, X, Blue Sky, Instagram, YouTube, TikTok. Et on se retrouve très bientôt. Ista. Ça marche. À plus. Allez, ciao.